On peut faire rapidement sur la FDE parce que globalement la situation n'est pas différente de la situation précédente, c'est-à-dire qu'on est dans le même mouvement de dégradation continue, à la fois de la formation elle-même et des conditions de formation, des conditions d'études, des conditions d'entrée dans le métier des professeurs stagiaires, et pour les enseignants côté SP, de dégradation de leurs conditions de travail. Ce qu'on peut dire quand même très rapidement, c'est qu'on voit qu'on s'éloigne, plus ça va, plus on s'éloigne du modèle initialement imaginé par le ministère et qui avait été négocié, c'est un grand mot, mais dans lesquels avaient quand même été consultés un certain nombre d'acteurs, les universités évidemment, les UFMSP de l'époque, et puis le ministère comme employeur ou futur employeur. On s'éloigne du modèle parce qu'on voit que maintenant, près de 50% en réalité des stagiaires, c'est-à-dire des personnes qui ont eu le concours et qui sont sur leur année de stage en attente d'être titularisées, près de la moitié de ces personnes-là ne sont pas passées par l'année de M1 qui est initialement prévue pour eux dans le modèle, c'est-à-dire l'année de M1 MEF, métier d'éducation. Et donc il faut bien comprendre l'impact de ça. Ça veut dire qu'on met en situation d'enseignement en responsabilité dans une classe à mi-temps, devant élèves, des gens qui n'ont quelquefois jamais vu ni d'élèves, ni de classe, qui n'ont eu aucun contact voilà, aucune formation sur ce plan-là, et qui arrivent au 1er septembre en responsabilité dans une classe à mi-temps. Et les professeurs des écoles ont encore plus de chance de ce point de vue-là, puisqu'ils sont même de plus en plus souvent, puisqu'ils sont en mi-temps, en binôme, et que leur propre binôme est aussi un stagiaire inexpérimenté. Donc on atteint quand même, voilà, on atteint le bout du bout, et on voit que petit à petit se détricote tout ce qui était pensé et affiché au départ en termes de continuum de formation, d'entrée progressive dans le métier, d'alternance intégrative, etc. On le savait, on continue d'aller dans ce sens-là. Et du côté des enseignants dans les SP, évidemment, la situation devient très, très difficile parce que, comme tout le monde, comme les collègues dans les autres composantes, évidemment, il y a des gels de poste, il y a des non-remplacements de titulaires, mais avec la particularité peut-être que dans les SP, ce n'est pas les seules composantes ou les seules formations à faire ça, mais dans les SP, il y a une forte injonction sur le travail en équipe et sur ce qu'on appelle les équipes plurielles, c'est-à-dire sur le fait qu'on soit pas seulement enseignant d'SP, enseignant-chercheur, enseignant second degré, mais aussi enseignant premier degré à intervenir, formateur académique, enfin ce qu'on appelle le terrain, etc. Et que tout ça doit constituer des équipes plurielles. Mais en réalité, pour qu'il puisse y avoir des équipes plurielles, il faudrait qu'il y ait du temps pour constituer une équipe, et puis il faudrait qu'il y ait un peu des moyens. Or, ce qui se passe, c'est que comme on est dans une situation où on manque de bras, très clairement dans les SP, on manque par exemple beaucoup d'enseignants-chercheurs, mais pas seulement, les équipes plurielles, c'est simplement une façon de remplacer les uns par les autres, parce qu'au fond, il faut quand même mettre des enseignants dans les TD, dans les TP, devant les étudiants, et donc vaille que vaille, peu importe qui c'est qui est là, et ça veut dire qu'on n'est plus du tout dans un regard complémentaire des uns et des autres, on n'est plus dans la construction d'une équipe plurielle, mais on est dans une logique qui est une logique strictement budgétaire. Dans ce contexte-là, évidemment, c'est pas la formation qui prime, et la logique n'est pas celle des bonnes conditions de formation des stagiaires. Ça donne tout un tas de conséquences qui sont très très difficiles pour tout le monde. Les berceaux de stage, par exemple, ne sont pas choisis pour leurs bonnes conditions de formation, mais ils sont choisis parce qu'il faut quelqu'un devant les élèves. Donc ça peut être très loin du lieu de formation, ça peut être voilà, dans un endroit où il n'y a pas de suivi, où on sait que la personne va avoir du mal à être suivie. On rogne évidemment de toute façon sur les frais que représente le suivi des stagiaires. Et on est dans une logique qui est une logique de l'employeur qui veut tout de suite quelqu'un sur le terrain, quoi qu'il en soit. Donc, maintenant on le sait, il y a beaucoup de retours là-dessus, on n'est plus au milieu du gué, on n'est plus sur la bonne dynamique, on n'est plus sur le verre à moitié plein, à moitié vide, etc. On a fini tout ça, on sait très bien que la situation est vraiment compliquée et qu'il faudrait changer des choses. C'est très facile dans ce contexte-là de dire c'est de la faute des universités, c'est de la faute des formateurs. Et au fond, c'est eux qui font pas bien le truc, et c'est trop dur pour les stagiaires, l'entrée dans le métier est très difficile, et les stagiaires se plaignent. Ça, c'est un peu insupportable à entendre, évidemment, pour nos propres collègues, qui eux-mêmes ont des propositions, eux-mêmes ont des idées, parce que c'est quand même leur métier de former des enseignants. Donc ils auraient des idées, ils savent un peu faire, mais eux-mêmes ne sont pas entendus, puisque structurellement, ils sont sous-représentés dans les instances, et qu'ils n'ont pas droit au chapitre, et pas de moyens d'agir localement.
Nous, on continue de penser qu'il y a des choses sur lesquelles il faudrait agir très rapidement, qu'il faudrait réduire le volume de stages pour les étudiants qui entrent dans le métier. On continue de dire qu'il faudrait prendre au pied de la lettre le continuum de formation et la continuité M1, M2, par exemple. Nous, on n'a pas de continuité M1, M2 la plupart du temps, puisque 50% de nos stagiaires ne viennent pas d'un M1, ou de notre propre M1, mais viennent d'ailleurs, avec d'ailleurs différents cas, plein de cas divers et variés, que l'université n'a pas les moyens d'accueillir dans de bonnes conditions, puisque pour accueillir cette diversité des publics, c'est à la mode, et ben, il faudrait avoir les moyens d'adapter un certain nombre de parcours et de prendre en compte leur parcours antérieur, ce qu'on ne peut pas faire quand on est toujours sans moyens pour créer des groupes spécifiques, par exemple, ou pour ajouter de l'accompagnement là où il y en a le plus besoin. Donc il faudrait, oui, réduire le temps de stage, il faudrait des moyens pour respecter le continuum de formation, il faudrait que les volumes de maquettes arrêtent de diminuer, arrêtent de se réduire, parce que finalement, on se rend bien compte qu'elles diminuent partout dans les SP. Les quoi, comment ça s'appelle ça? Les maquettes, les volumes de formation dans les maquettes, c'est-à-dire on n'avait pas... Quelqu'un parlait tout à l'heure de la mise à niveau, nous, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait par exemple dans les maquettes d'ESP, pour les professeurs des écoles, on avait des heures qu'on appelait alors remise à niveau, remédiation ou soutien, enfin aide spécifique sur telle ou telle discipline. Mais ça, du jour au lendemain, quand il y a besoin de faire des économies, c'est 70 heures qui sautent dans la formation. On voit aussi qu'il y a des SP dans lesquels, parce qu'on ne peut pas fournir, parce qu'on est face à une augmentation des effectifs, eh ben c'est pas grave, on va mettre des cours en distanciel et puis ça va faire l'affaire pareil, quoi. Donc il faudrait qu'au moins les volumes des maquettes, telles qu'elles ont été décidées au départ, soient respectés. Il faudrait des moyens pour construire des équipes et avoir du temps pour se voir et travailler ensemble. Il faudrait des budgets fléchés, il faudrait de la démocratie dans les SP qui devraient enfin être des composantes comme les autres et pas des composantes à la merci de l'employeur dans une logique qui n'est pas la logique de la formation. Donc ça c'est pour la formation initiale. Formation continue, encore plus rapide, il n'y en a pas. Formation de formateurs, toujours pas. Formation des enseignants du supérieur, qui était quand même une des missions des SP, toujours pas non plus, ou très peu, et à droite à gauche, quoi, des petites initiatives. C'est pas commencé. Voilà, c'est pas commencé. C'est au milieu du gué. Et pour la place de la recherche, bah, c'était déjà très difficile dans les SP, parce que même si c'était très ronflant dans les premières annonces du projet de l'ESP, que enfin la formation allait être sérieusement adossée par la recherche, etc. On sait bien aussi que ça, c'est des volumes qui ne font que diminuer dans les maquettes, et c'est des conditions difficiles, parce que de toute façon, on manque de bras. Objectivement, on manque d'enseignants-chercheurs pour faire, dans certains endroits, tourner la recherche comme il faudrait. Mais en plus, là récemment, les discours du ministère de l'Éducation nationale sur les neurosciences et puis sur les SP, finalement, ça va être des espèces de courroies de transmission ou des super écoles d'application de méthodes qui seraient éprouvées scientifiquement par l'Institut Montaigne, par exemple. Hein. Bon, là, il y a quand même de quoi vraiment s'inquiéter, et les collègues sont extrêmement inquiets. Dans tout ça, et je rejoins, parce que ça fait écho aussi avec ce que Pierre disait tout à l'heure sur le groupe 7, dans tout ça, on ne peut pas considérer qu'on va s'en sortir simplement en disant aux collègues maintenant il faut que vous changiez de pratique. Ça ne va pas le faire. C'est pas parce qu'on va mettre plus de numérique, entendu au sens de le numérique, c'est ce qui permet de faire des économies parce qu'on va faire des cours en visio, ça coûte très moins cher, il n'y a pas besoin de se déplacer. Ou, mais vous avez qu'à réfléchir autrement parce que votre public a changé, donc maintenant il faudrait quand même que vous vous occupiez un peu de pédagogie, comme si, voilà, comme si l'enseignement c'était pas quelque chose dont on s'occupe quand même depuis un certain nombre d'années. On va pas s'en sortir avec ce genre de mascarade. Bon, il va falloir à un moment donné qu'on prenne ces questions de formation des enseignants vraiment au sérieux, parce que derrière ça, il y a quand même la question de la réussite des élèves et d'un accès démocratisé au savoir, et c'est quand même des enjeux qui sont très forts et qui sont affichés. Donc, nous, on pense que même si évidemment c'est pas tout, la formation des enseignants, ça a à voir avec ça. On parle des neurosciences, qu'est-ce que vous voyez arriver là? Parce que c'est dans les médias, mais pour l'instant... Ah bah, on ne voit rien arriver, c'est que de la déclaration. Mais ce qu'on va pouvoir arriver, c'est... ce qu'on va pouvoir voir concrètement, c'est par exemple pour les SP qui refont leur maquette en ce moment. Ah alors, qu'est-ce que vous avez prévu là dans les enseignements? Qui est-ce qui va vous demander ça avec vous? Bah, la DGSI par exemple, ou le recteur, ou le directeur de l'ESP, parce que c'est pas les formateurs clairement qui agissent directement sur les maquettes, quoi. Je vous demande très concrètement. Est-ce que vous avez des exemples où ça se passe justement? Où on dit, pour l'an prochain, on va revoir la maquette pour, je sais pas, qu'il y ait les neurosciences qui soient un peu plus dans la formation. Non, ça
bah, on le sent venir parce qu'il y a les déclarations du ministre, parce que ça va avoir un impact sur les plans de formation continue, par exemple. Il y a très peu de formation continue. Il y a quelques actions de formation continue qui, justement, sont plus vues comme la transmission de bonnes paroles de ici ou de là, plutôt qu'une formation continue qui serait comment est-ce qu'on peut articuler, mettre ensemble et faire se parler et construire quelque chose, les enseignants ou les enseignants-chercheurs qui sont dans tel ou tel domaine, et puis des enseignants second degré, premier degré qui seraient motivés par travailler sur quelque chose. Si ces choix de quels sont les sujets qui vont être proposés pour le très peu d'heures qu'il y a, c'est des choix cruciaux. Si on décide que à partir de maintenant ça va être uniquement la formation à la bienveillance et puis les neurosciences, voilà, ça peut se faire. Il y a question des SP dans le grand plan d'investissement, vous avez vu? Oui, c'est ça, donc l'excellence, l'excellence de la mise en concurrence, c'est le même fonctionnement de partout, c'est-à-dire on va faire des expérimentations, on va donner comme ça, on annonce des sommes sur des expérimentations qui seront validées, éprouvées, et puis ensuite on va donner les bonnes recettes aux autres SP pour que tout le monde fasse pareil. Enfin, on est quand même dans une vision des choses où il y a l'idée qu'il y a une bonne méthode à appliquer, quoi. Il y a une méthode, qu'il y a un modèle à appliquer, et ça fait peur aux enseignants parce qu'on n'a pas attendu, nous, pour réfléchir dans les SP sur ce que c'est que la formation. Et c'est pas par manque de réflexion qu'on trouve que structurellement ça ne fonctionne pas. C'est pas parce qu'on n'y travaille pas. Oui, mais là, si on vous donne des moyens pour impulser du truc, ça fait pas mal. On ne se fait pas beaucoup d'illusions là-dessus quand même. Pour impulser, des moyens qui seront attribués pour faire quoi? Pour faire de la recherche labellisée Institut Montaigne, quoi.